Bonjour à toutes et à tous, chers élèves de première F. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo explicative des différentes questions que vous m'avez posées par mail et nous allons tenter d'y répondre et j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. C'est parti! Alors on va commencer tout de suite avec la première question qui s'affiche en bas de l'écran, la question de Léa qui nous demande quelle est la différence entre la circulation sanguine simple et la circulation sanguine double. Donc cette réponse, vous pouvez la trouver dans votre cours, dans la synthèse du chapitre 9, ici même. Donc l'explication, c'est que dans l'organisme, le sang suit une double circulation. Une circulation générale qui, elle, part du cœur gauche et qui réalise l'irrigation de tous vos organes, et la circulation pulmonaire qui, elle, part du cœur droit et réalise les échanges au niveau de vos poumons. La circulation simple, quant à elle, c'est le sang qui ne passe qu'une seule fois au cœur. C'est le cas principalement de quelques animaux marins comme la moule. Voici maintenant la deuxième question qui a été posée par Romane et par Louise, donc qui nous demande quelles sont les caractéristiques de la circulation sanguine chez les oiseaux. Donc c'est la deuxième question que vous deviez répondre dans votre cours. Alors, pour répondre à ces premières questions, je vais repartir des caractéristiques de la circulation sanguine chez l'homme. Donc nous le verrons dans le chapitre suivant, vu que nous n'avons pas encore commencé par celle de l'homme. La circulation sanguine chez l'homme va avoir trois caractéristiques principales. La première, elle est fermée. Donc le sang est fermé car il est canalisé dans des vaisseaux sanguins tout le long de son trajet. Deuxième caractéristique, elle est double. Donc double, cela signifie qu'elle passe une fois par le cœur pour irriguer tous les organes et une autre fois par les poumons. Et dernier élément, la circulation sanguine est complète car le sang oxygéné et désoxygéné ne se mélangent pas. Il y a une paroi hermétique entre les deux ventricules et on verra que pour certains animaux, ce n'est pas le cas. Alors revenons-en justement à nos amis les oiseaux. Donc première caractéristique, la circulation est fermée car le sang est canalisé dans des vaisseaux sanguins tout le long de son trajet. Deuxième caractéristique, elle est double, car le sang va passer deux fois par le cœur pour revenir au même point. Vous le voyez ici sur cette phrase, le sang passe deux fois par le cœur. Et dernier élément, la circulation sanguine des oiseaux est complète, car le sang oxygéné et non oxygéné ne se mélangent pas. C'est ce qui est noté ici. Il n'y aura donc jamais de mélange entre le sang oxygéné et désoxygéné, car il y a bien une cloison au niveau des deux ventricules du cœur des oiseaux. Troisième question à présent, c'est toujours posée par Louise et par Romane. C'est la circulation sanguine, ses caractéristiques chez les reptiles. Donc chez les reptiles, on va retrouver les mêmes caractéristiques, quoique. Première caractéristique, la circulation est fermée. Donc elle circule continuellement dans des vaisseaux sanguins. Ça, vous pouvez le voir au niveau du document. La circulation est également double. Vous le voyez très bien ici. Une partie pour la circulation générale et une deuxième partie pour la circulation pulmonaire, donc circulation double. Et dernière caractéristique chez les reptiles, c'est que sa circulation sanguine est incomplète. Pourquoi incomplète? Si vous observez au niveau du cœur des reptiles, vous allez voir ici une petite ouverture entre les deux ventricules. Et cette petite ouverture entre les deux ventricules entraîne un mélange d'un sang oxygéné et d'un sang non oxygéné. Restons sur ce même document et nous avons tout de suite une nouvelle question qui est celle de Lucie. Pourquoi y a-t-il trois sortes de sang? Un sang dit oxygéné, vous pouvez le voir en rouge, un sang un peu moins oxygéné en orange et un sang désoxygéné en bleu. Donc c'est tout simplement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau des deux ventricules, vous allez avoir un mélange de deux sangs. Donc un sang oxygéné qui lui vient des poumons et un sang désoxygéné qui lui vient des organes. Et donc la rencontre entre les deux, le sang oxygéné et le sang désoxygéné, va former un sang un peu moins oxygéné en orange ici, qui va alimenter les organes. Donc la conséquence d'avoir un sang un peu moins oxygéné chez les reptiles, ça va être au niveau de leurs muscles, moins d'oxygène délivré aux muscles, c'est-à-dire moins d'effort physique possible. Question suivante, qui est celle toujours de Louise et de Romane, c'est quelles sont les caractéristiques de la circulation sanguine chez les insectes à présent? Eh bien, il n'y en a qu'une seule,
Si vous observez le schéma, vous allez voir qu'il n'a pas de cœur. Mais ce cœur est en fait un petit vaisseau dorsal qui est un tube creux ouvert aux deux extrémités par lequel ce ne va pas être du sang à proprement parler, qu'on va appeler plutôt hémolymphe, qui va circuler à travers et les organes baignent à l'intérieur du corps de l'insecte. Donc la seule caractéristique qu'on peut noter ici, c'est une circulation ouverte où le sang circule dans tout le corps des insectes. Question suivante, toujours dans ce module sur la circulation chez les animaux, qui est celle de Louise, qui nous demande quelle est la différence entre le cœur d'un humain et le cœur d'un oiseau. Eh bien, il n'y a pas franchement de différence entre les deux. Ils ont même des caractéristiques communes. Comme tu peux le lire ici, il y a deux parties, une partie gauche et une partie droite, chacune constituée d'une oreillette et d'un ventricule. Donc c'est exactement comme le cœur des humains. La seule différence qu'on peut noter, c'est évidemment la taille. Donc la taille chez les oiseaux va être très petite par rapport à celle chez l'homme. À titre d'exemple, pour savoir la taille de votre cœur, vous pouvez prendre votre poing et le serrer et vous aurez la taille de votre cœur. Voilà. Question suivante à présent, qui est la question de Manon, qui nous demande qu'est-ce qu'une villosité intestinale. Alors la villosité intestinale, ce sont des petites structures de votre intestin grêle qui permettent l'absorption des nutriments grâce à leur grande surface d'échange, à une paroi qui est assez fine et à une richesse des capillaires sanguins que vous allez pouvoir voir sur le schéma. Donc les nutriments vont passer à l'intérieur de ces petites villosités, vous les voyez ici, et vont arriver au niveau des capillaires sanguins qui ne sont autres que des vaisseaux sanguins mais de taille réduite. Une fois les nutriments ayant traversé cette villosité, ils arrivent dans des capillaires, puis vont circuler tout au long de l'organisme grâce aux vaisseaux sanguins que vous voyez représentés ici en rouge et en bleu. Question suivante, c'est la question d'Angèle qui nous demande quelle est la différence entre un aliment et un nutriment. Donc on avait répondu à cette question dans le module 5, donc je vais faire un petit rappel. Donc les aliments sont des éléments que nous mangeons, ça peut être du riz, des pâtes, etc. Tandis que les nutriments, c'est ce qui compose les aliments et c'est ce dont nos organes vont avoir besoin pour pouvoir se développer. On va voir tout de suite un petit exemple avec une fiche descriptive qui était juste en haut. Donc revoilà le document qui est dans votre cours, qui est un exemple d'information nutritionnelle que vous pouvez évidemment retrouver sur différents aliments. Donc les aliments, ils sont notés ici, émincés de poulet au riz et aux petits légumes, donc vous avez 3 aliments. Ces 3 aliments sont composés chacun de différents nutriments. Vous retrouvez par exemple des protéines, des glucides, des lipides, des fibres, des vitamines et des minéraux, qui sont les éléments essentiels pour pouvoir se développer. Nouvelle question toujours par Angèle dans le même cours, qui nous demande quels sont les rôles des nutriments dans notre organisme. Donc les nutriments vont avoir des rôles assez différents en fonction de leurs propriétés. Par exemple, les glucides, eux, vont avoir un rôle énergétique. Donc les glucides, qui sont des sucres, vont vous donner de l'énergie pour que vos muscles puissent fonctionner. On retrouve également les lipides qui, eux, auront le même rôle, un rôle énergétique, donc de vous donner de l'énergie. Vous avez les protéines que vous retrouvez par exemple dans la viande ou dans le lait, eux vont avoir un rôle de construction. Donc c'est quoi un rôle de construction? Ça va être par exemple pour fabriquer vos os et pour les rendre plus solides. Ensuite, vous allez avoir par exemple des fibres, eux qui vont avoir un rôle plutôt fonctionnel. Donc pour le fonctionnement de votre organisme, tout comme les vitamines et les minéraux qui auront un rôle fonctionnel et important. Question suivante, c'est une question de Florent qui nous demande que font les êtres vivants pour se développer. Donc pour se développer et se maintenir en vie, les êtres vivants vont avoir besoin de se nourrir principalement. Et on reviendra évidemment un peu plus en détail dans le module 10 quand nous reprendrons les cours où on parlera du développement des êtres vivants. Voilà. Question suivante sur toujours l'appareil digestif qui est posé par Florent. Pourquoi l'intestin grêle, qui est représenté ici, est-il si long? Donc il y a une raison principale. Je vous rappelle que l'intestin grêle est le lieu
où les échanges se font au niveau des villosités intestinales, plus le tube va être long, plus il y aura de molécules du bol alimentaire qui vont se faire absorber au niveau des villosités intestinales. Plus on augmente la surface de contact, plus il y aura de nombre de cellules intestinales et donc moins il y aura de déchets à la sortie. Nouvelle question à présent, toujours dans le système digestif, posée par Florent qui nous demande comment certains organes qui créent de l'acide ne s'abîment pas lorsqu'ils créent justement cet acide. Eh bien, c'est simplement grâce à une couche de mucus qui va recouvrir chaque organe. Le suc digestif qui est acide, un pH inférieur à 2, n'arrive pas à attaquer justement ces organes, mais néanmoins il est possible que ce mucus ne remplisse pas toujours son rôle et que l'acide perfore l'estomac. On parle alors d'un ulcère. Question à présent sur le module numéro 4 des chaînes alimentaires et des réseaux alimentaires. Donc première question qui est celle de Zoé qui nous demande que signifie la flèche dans une chaîne alimentaire. Donc on a repris ici une chaîne alimentaire simple avec 3 maillons comme vous le voyez ici et 2 flèches. Et que signifient ces flèches? Elles signifient tout simplement et mangé par. Donc les noisettes sont mangées par le campagnol qui lui-même est mangé par la chouette. Question suivante, toujours sur ce module 4 qui nous est posé par Lucie et Louise. Donc, quelle est la différence entre une chaîne alimentaire et un réseau alimentaire? Donc, en fait, ces deux termes sont étroitement liés. La chaîne alimentaire, c'est ce qui est à la base. C'est tout simplement les feuilles vertes vont être mangées par le campagnol qui lui-même est mangé par la buse. Ça, c'est une chaîne alimentaire. Un réseau alimentaire, c'est lorsque au moins un des maillons est commun à plusieurs chaînes alimentaires. Par exemple, ici, si on prend notre campagnol, il est lié à la chaîne noisette, campagnol, buse, mais également noisette, campagnol, vipère, buse. Donc le campagnol ici est placé dans un réseau alimentaire car il est l'un des maillons qui peut être placé dans plusieurs chaînes alimentaires. Question suivante qui est posée par Zoé. Qu'est-ce que l'ébullition? Donc l'ébullition, c'est tout simplement le passage de l'état liquide à l'état gazeux de l'eau. Lorsque tu vas faire chauffer de l'eau pour faire tes pâtes par exemple, tu vas voir qu'il y a de la fumée qui est tout simplement de la vapeur d'eau et c'est ce phénomène que l'on appelle l'ébullition. Question suivante qui est celle de Zoé. Pourquoi l'eau de chaud se trouble-t-elle en présence de dioxyde de carbone? Donc c'est une des propriétés de l'eau de chaud qui est que en présence de dioxyde de carbone, donc le CO2 que vous expirez, celle-ci va se troubler. Je te propose de regarder la petite vidéo qui suit qui remontre l'expérience. Donc on va réaliser une expiration et on va voir si l'eau de chaud se trouble ou pas. Si elle se trouble, ça veut dire que lors de l'expiration, il y a du dioxyde de carbone qui est rejeté. Sinon, eh ben, c'est qu'il n'y en a pas. Et la dernière question qui m'a été posée, c'est celle d'Emilien. Y a-t-il une réaction lorsque l'on met des glaçons dans un récipient et qu'on y ajoute de l'eau chaude dessus? Simplement, le glaçon va fondre au contact de l'eau chaude. C'est le passage de l'état solide du glaçon à l'état liquide du glaçon. On appelle ce phénomène la fusion de la glace. La petite vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez une autre explication, vous pouvez toujours m'envoyer par mail vos questions, j'y répondrai en vidéo. Si vous voulez un numéro 2 également, dites-le moi dans les commentaires ou par mail. Passez une bonne fin de journée, on se retrouve rapidement à l'école et portez-vous bien.